Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Chloé. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le podcast Mama Libré. Merci. Aujourd'hui, je t'ai invitée dans ce podcast pour que tu nous parles de ta première grossesse et de tes grossesses, puisque tu attends à nouveau un petit bébé. Effectivement. C'est prévu pour quand déjà ? Pour mi-février. Mi-février. C'est ça. Alors, donc, moi, je m'appelle Chloé, j'ai bientôt 37 ans. Je suis diabétique type 1 depuis 1999. Donc, ça fait quelques années. C'est un diabète, alors je ne sais pas si vous connaissez la différence entre le diabète type 1 et le diabète type 2. Mais le diabète type 1 vient souvent pendant l'enfance, à peu près jusqu'à 30 ans, mais il y a des exceptions, ça peut être plus. Et il arrive souvent suite à un choc émotionnel. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. Du coup, voilà, ça fait quelques années que j'ai ce compagnon à côté de moi. C'est une maladie donc, où le pancréas ne fournit plus d'insuline. L'insuline, c'est ce qui permet de réguler sa glycémie. Donc le mien, du jour au lendemain, n'a plus fonctionné. Donc je me suis fait des piqûres d'insuline pour régler au mieux ma glycémie. D'accord. Le taux de sucre dans le sang. Et toi, dans ta vie, ça a eu un impact important, bien sûr, dans ton rythme de vie, dans les choses auxquelles tu as dû faire attention. Oui. Et dans ton projet de bébé, quel impact ça a eu ? Quelles questions tu t'es posées ? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières à surveiller durant cette première grossesse, même là, durant cette grossesse qui se déroule? Tout à fait. Alors, c'est vrai que depuis longtemps, on m'a demandé si je voulais des enfants. Alors, pendant des années, je disais non, c'est trop tôt. Et on m'a toujours dit, le jour où vous allez avoir le projet d'avoir un enfant, il faudra que votre glycémie soit parfaite avant la conception, même 3 mois avant la conception. C'est pour ça qu'on dit qu'une grossesse diabétique dure 12 mois au lieu de 9. Ah, ok, j'ai jamais entendu. Ouais. Parce qu'en fait, on mesure l'hémoglobine glyquée. Donc l'hémoglobine glyquée, c'est un pourcentage qui reprend en fait la glycémie des 3 derniers mois. D'accord. Donc le taux de sucre dans le sang des 3 derniers mois. Donc cette hémoglobine glyquée pour une personne non diabétique, je crois qu'elle est autour de 5%. Et pour une personne diabétique de type 1, on demande qu'avant la conception, cette hémoglobine tourne autour de 6%. Alors moi, j'ai eu un diabète pendant l'adolescence qui était à une période un petit peu compliquée, qui a souvent été un petit peu élevée. Et du coup, il y a des tolérances quand le médecin nous connaît. Et moi, il m'avait dit, pour ta grossesse, ça serait bien que cette hémoglobine glyquée tourne autour de 6,5. Parce que c'est quoi le risque ? Le risque, alors il y a plusieurs risques quand on est diabétique type 1 et qu'on est enceinte. C'est que si l'hémoglobine glyquée est trop élevée, on risque de faire soit des fausses couches, soit il peut y avoir des risques de malformation. Et ceci jusqu'à la fin de la grossesse.
Donc ça veut dire que toi, ton hémoglobine glyquée durant ta grossesse, il est hyper surveillé. Elle est hyper surveillée, c'est ça. Sous haute surveillance. Exactement. En fait, je suis surveillée par ma diabétologue tous les mois. C'est un rendez-vous mensuel. Moi, je suis suivie dans un hôpital. Et aussi, par rapport à la grossesse, c'est une échographie tous les mois pour être sûr que le bébé ne grossisse pas trop. Parce qu'en fait, quand on est diabétique, enceinte, le bébé va compenser nos hypoglycémies et nos hyperglycémies. Donc l'hypoglycémie, c'est quand on manque de sucre, et l'hyperglycémie, par définition, si je ne me faisais pas de piqûre d'insuline, je serais toujours en hyperglycémie. D'accord. Donc moi, mon but, c'est d'avoir la glycémie la plus stable possible, autour de 1 gramme. C'est la glycémie que de monsieur et madame tout le monde. Il faut que je la maintienne à 1 gramme et que j'évite en fait les pics de glycémie. Donc plutôt d'hyper et d'hypo. Ah, et d'hypo aussi. C'est ça qui est très dur quand on est diabétique. Alors, enceinte ou pas enceinte, c'est qu'il faut trouver cet équilibre et être sans cesse à l'équilibre. Que ce soit le jour, la nuit, même la nuit, ça peut avoir un impact. C'est ça. Ok. Donc le diabète ne prend pas de vacances, il est toujours présent et du coup les glycémies doivent être au top tout le temps. Et aujourd'hui, toi, comment tu gères ça dans ton quotidien? Alors déjà dans mon quotidien, à savoir qu'aujourd'hui je suis sous pompe à insuline parce qu'il existe 2 traitements différents, donc soit des piqûres d'insuline. Pendant longtemps, j'en faisais 5 par jour et ça fait à peu près 6 ans, 7 ans, je dirais, que je suis passée sous pompe à insuline. La pompe à insuline, elle permet d'envoyer de l'insuline toute la journée. Bien sûr, c'est à nous de la régler en lien avec notre diabétologue, mais il y a de l'insuline qui passe toute la journée. Et puis, par exemple, moi, je sais que la nuit, bizarrement, il y a beaucoup de diabétiques qui sont dans ce cas, j'ai besoin de plus d'insuline. Donc ma pompe à insuline injecte plus d'insuline la nuit que le jour. Et avant, quand c'était des piqûres, tu te piquais la nuit aussi? Non, quand je faisais des piqûres, on se piquait seulement à chaque repas. Donc ça faisait 3 piqûres matin, midi et soir. D'accord. C'était de l'insuline rapide. Et il y avait aussi de l'insuline lente qui agissait 12 heures. D'accord. Du coup, je la faisais le matin et le soir, d'où les 5 piqûres. Donc ça, c'était... En fait, on peut être beaucoup plus précis avec une pompe à insuline. Et quand une femme va voir son diabétologue et lui parle du projet de grossesse, tout de suite, on lui propose la pompe. Parce que justement, on a des ajustements, c'est beaucoup plus précis que les stylos d'insuline et du coup, le diabète est plus facile à régler. C'est une pompe qui se place à quel endroit? Alors, la pompe, elle se place au ventre, sur la cuisse. C'est toi qui choisis? C'est moi qui choisis, sur le bras. Et tu peux alterner ou ça... Il faut alterner. Voilà. En fait, la pompe, on la change tous les 3 jours. Ah oui. C'est ça. Il y a de l'insuline pour 3 jours. Tous les 3 jours, je la change d'endroit. Avant la grossesse, je la mettais souvent sur le ventre, mais là, vu que le ventre grossit, c'est un peu dérangeant, donc je la mets sur le bras. Ça marche. Voilà. Et il y a d'autres appareils qui viennent en complément de cette pompe? Tout à fait. Donc ça, c'est la pompe à insuline. Il n'y a que de l'insuline dedans. Mais pour savoir quelle insuline on va injecter, il faut qu'on mesure la glycémie. Donc aujourd'hui, j'ai un appareil qui s'appelle le Freestyle Libre. Beaucoup de diabétiques type 1 ont ce dispositif qui est révolutionnaire parce qu'en fait, donc c'est une petite capsule qu'on met sur le bras. Ça se met uniquement sur le bras. D'accord. Et une fois que c'est posé, c'est valable 14 jours. Du coup, on met sur le bras et avec un petit appareil, on scanne cette capsule et ça nous dit notre taux d'insuline, notre glycémie, pardon. D'accord. Et pourquoi c'est valable que 14 jours? Parce que après, il faut remplacer le dispositif. Il marche plus au bout de 14 jours. Voilà. Il se colle 14 jours avec une petite canule. En fait, c'est une petite piqûre qui vient mettre une canule dans la peau. Et du coup, ça peut lire le sang pendant 14 jours. Et donc, avec cet appareil, ça me donne une glycémie.
mais également ça me donne une courbe toute la journée. C'est-à-dire que la nuit, je peux ne pas me réveiller si ma glycémie est bonne et me rendre compte que toute la nuit, j'ai été autour de 1 gramme. A contrario, là, étant enceinte, je me réveille beaucoup pour contrôler ma glycémie, pour être sûre qu'elle ne soit pas trop haute ou trop basse. Parce que si elle est trop haute, c'est-à-dire en hyperglycémie, je vais m'injecter de l'insuline. En plus de sa pompe? En plus de ma pompe. En fait, la pompe, elle injecte toute seule, mais moi, je peux faire ce qu'on appelle des bolus. Ça marche en Bluetooth. J'injecte un peu plus, par exemple, à chaque repas, c'est ce que je fais. Je fais des bolus. Imaginons, je mange un plat de pâtes, je dis n'importe quoi, je vais m'injecter 6 unités. En plus du débit de base. D'accord. Et ça, quand tu dis ça marche par Bluetooth, c'est parce qu'en fait, par exemple, via ton téléphone ou une application? Donc, c'est un autre boîtier à part. D'accord. Et tu viens... Et je viens le coller ou le mettre proche de la pompe à insuline et ça envoie la pompe à insuline. Ah oui, donc tu n'as pas d'intervention, il n'y a pas de piqûre extérieure. Non, c'est tout via cette pompe. Exactement. La piqûre, c'est tous les 3 jours quand je change le dispositif. D'accord. Et donc quand tu dis tu dois te réveiller la nuit, concrètement c'est des heures fixes? Non, c'est moi. Alors des fois je sens que je suis en hypoglycémie. Alors quand on fait une hypoglycémie, surtout la nuit, ça met plus longtemps à se voir que la journée. On transpire, on n'est pas bien, donc ça nous réveille forcément. Ah ok. Et là je prends ma glycémie, je vois que je suis en hypoglycémie, je vais manger. J'ai toujours sur ma table de chevet des compotes ou un jus de fruits que je vais prendre dans ces moments-là. Oui, donc c'est parce que tu es en hypoglycémie que tu te réveilles, quoi. Tu te réveilles pas pour contrôler. Non, mais je pense qu'inconsciemment, quand on est diabétique, on est beaucoup dans le contrôle par définition, parce qu'il faut toujours veiller à ce que la glycémie soit bonne. Et quand on est enceinte, en tout cas pour ma part, je suis d'autant plus dans le contrôle et je vais souvent me réveiller inconsciemment la nuit et dès que je me réveille, je prends ma glycémie. Comme ça évite qu'elle monte trop ou qu'elle descende trop. Et je peux réajuster à partir de ce moment-là. D'accord. Et pour toi, dans la conception de ton premier enfant, quelles questions tu t'es posées? Est-ce qu'il y avait eu des inquiétudes particulières? Est-ce que même tu as rencontré des problèmes spécifiques liés au diabète? Alors, donc pour ma première grossesse, alors ça a été particulier. Alors déjà, je savais, ça faisait longtemps que les médecins me parlaient par rapport à mon âge, me parlaient d'une éventuelle grossesse. Puis moi, j'avais jamais été prête jusque-là. Et puis je savais quelles étaient les conditions à respecter, c'est-à-dire l'hémoglobine glyquée qui devait être un bon équilibre, assez basse. Ça, je le savais. Du coup, j'étais prête à ce niveau-là. Mais il s'est posé un autre problème, c'est que le jour où on a eu le désir d'enfant, on a commencé à se mettre dans ce projet. Et puis, au bout d'une année, on a eu des difficultés à avoir cet enfant. Donc, on est passé par de la PMA, procréation médicalement assistée. Et on est passé par une FIV avec mon conjoint. Du coup, ça a été, en plus du diabète, il fallait aussi gérer ce problème supplémentaire qui n'était pas des moindres et qui était psychologiquement, émotionnellement, physiquement compliqué. Surtout qu'on a eu, ça a duré 3 ans. Alors, 3 ans pour certains, c'est peut-être pas beaucoup. Mais voilà, en tout cas nous ça a été un petit peu difficile. On est passé par 3 FIV et ça a marché. Grâce à la 3e FIV, on a pu avoir notre fille qui est née en 2021. Donc ça a été vraiment le miracle de la vie. Et oui, parce que dans le parcours PMA, est-ce qu'il y avait des choses qui pouvaient être difficile à ajuster avec le fait que tu sois diabétique? Est-ce qu'il y avait des choses qui se chevauchaient ou qui n'allaient pas ensemble parce qu'il y a il y a une prise hormonale qui est importante? Bien sûr. Alors, il faut savoir que donc voilà, les médecins ils nous disaient la théorie, il faut avoir l'hémoglobine glyquée à 6,5, ça c'était une chose.
Mais après, c'est rajouté tout le process PMA et FIV, c'est-à-dire beaucoup de rendez-vous médicaux, bien sûr, mais après des traitements hormonaux. Il faut savoir que le diabète est une maladie déjà hormonale et on rajoute à ça un traitement hormonal. C'est ça que je te pose la question. Et ça fait un petit peu pas bon ménage, je pense. Donc c'était à moi de faire au mieux, c'est-à-dire gérer mon traitement. Donc c'est des médicaments, c'est des piqûres, enfin bon, il y a toute une panoplie. C'était à moi de faire au mieux et de gérer mes glycémies au mieux avec ce traitement. Et oui, ça a eu une incidence quand même, tu as trouvé que c'était... Oui, ça a eu une incidence parce que on fait... Il y a peut-être des résultats inexpliqués d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, et je dirais plus d'hyperglycémie, à cause de cette prise de médicaments. C'est ça, d'hormones. Donc c'était à moi de faire au mieux, je faisais comme je pouvais. C'est pour ça que ça m'a toujours fait rire quand on disait qu'une grossesse diabétique durait 12 mois, parce qu'on peut dire que la mienne, elle a duré plusieurs années. Du coup, pourtant, t'es repartie sur un deuxième. Et pourtant, je suis repartie sur un deuxième. Donc, je voulais juste rajouter que pendant ma première grossesse, il faut savoir que quand on est... J'aime pas dire tomber enceinte, parce que moi, je suis pas tombée enceinte, mais quand j'ai été enceinte, on a un changement de glycémie. C'est ça. En fait, au début de grossesse, on fait beaucoup d'hypoglycémie. Et oui. Ça a été un peu un signe pour me dire ça a marché, je suis en hypoglycémie. Super, je suis en hypo. C'est ça. J'étais contente de me ravitailler toutes les heures. Non, mais en fait, on fait beaucoup d'hypoglycémie. C'est hormonal, en fait, c'est normal. Alors, après, il faut prendre ce cas comme une généralité. Faut pas se dire je fais pas d'hypo, je suis pas enceinte, ça va pas marcher. Mais en gros, en début de grossesse, il me semble que c'est jusqu'à la 32e semaine d'aménorrhée. Mais pareil, c'est en théorie. On va faire pas mal d'hypoglycémie. Plus la grossesse va avancer, moins on va en faire. Et après, ça va se stabiliser pendant quelques semaines. Puis à la fin, on va avoir des gros besoins en insuline. C'est-à-dire qu'au contraire, je vais être en hyperglycémie. Je vais être surtout en hyperglycémie. Je me souviens pour ma première grossesse, j'ai doublé par 2,5 en fait mes doses normales. Ce qui est énorme. J'injectais énormément d'insuline toute la journée et je me contrôlais d'autant plus. Et ça a quoi comme incidence quand tu doubles les doses comme ça? Est-ce qu'il y a des effets indésirables pour toi? Non. Alors, voilà. C'est juste d'injecter beaucoup d'insuline. Moi, je l'ai vu par mon vécu, en fait. Ça fait peut-être un peu grossir parce qu'on injecte dans notre corps beaucoup d'insuline. Et du coup, voilà, j'ai vu que ça... Alors, il y en a qui diront, peut-être certains médecins qui diront que ça fait pas grossir, mais en tout cas, chez moi, c'est ce qui se passe. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres effets. Ce qui compte, en fait, quand on est diabétique et enceinte, il faut pas trop regarder le poids, machin, mais il faut que la glycémie soit au mieux, soit stable, pour que celle du bébé, voilà, soit... pour que le bébé se développe au mieux. Et en fait, il faut savoir que le bébé absorbe nos hyper et nos hypos. Par le cordon ombilical, en fait, c'est le bébé qui compense quand on fait des hypos et des hyper. Donc c'est pour ça que quand on est diabétique, on m'a toujours dit, et ça a été vérifié à ma première grossesse, mon premier accouchement, qu'on va faire un gros bébé. Parce qu'il y a toutes ces hypos et ces hyper qu'une personne non diabétique n'a pas. La personne non diabétique, elle va être à une glycémie normale. Quand tu dis normal, c'est stable? C'est stable. D'accord. Voilà. C'est stable vers 1 gramme. Quand on fait du diabète gestationnel, ça se voit pendant la grossesse. Et c'est pour ça qu'on demande aux femmes de suivre un régime. Elles n'ont pas forcément d'insuline, mais suivre un régime pour pas faire monter trop la glycémie, pour que le bébé ne prenne pas trop de poids. D'accord. Mais bon, je ne vais pas parler du diabète gestationnel parce que je ne connais pas plus que ça.
Mais en tout cas, le diabète de type 1, voilà, il faut qu'il soit réglé au mieux pour que le bébé ne compense pas trop et ne prenne pas trop de poids. Ok. Plus on va être proche des 1 gramme, et mieux ce sera pour le bébé. Donc voilà pour ma première grossesse, on m'a toujours dit tu seras déclenchée. Avant que je sois enceinte, on m'avait dit voilà, le jour où tu auras un bébé, tu seras déclenchée. C'est souvent une césarienne. Alors tout ça, c'est des généralités. Mais en tout cas, moi, j'avais intégré ce discours et je m'étais dit ce qui compte, c'est la santé, ma santé, celle du bébé, et que voilà. Ouais, tu avais déjà contrôlé suffisamment de choses en même temps. Exactement. Un peu de lâcher prise. Elle sortira, on fera au mieux. Quoi. On fera au mieux, exactement. Et du coup, j'ai été donc bien déclenchée à 38 et 3 jours. On m'avait expliqué comment se passait un déclenchement. Il y a différentes méthodes. Et on m'avait dit que ça peut mettre quelques heures à quelques jours. À savoir qu'un déclenchement d'une femme diabétique ou un déclenchement d'un bébé qui est après terme, c'est le même. Ah, ok. C'est le même. C'est encore hormonal. C'est encore hormonal. Donc voilà, moi on m'a fait une première méthode. Et ma fille est née, j'ai été déclenchée à 9h, elle est née un peu avant minuit. Donc ça a été assez rapide. Ouais, carrément. Et c'est la même méthode, la première méthode qui a marché. D'accord, c'était quoi du coup? C'était ce qu'on appelle un tampon, voilà, avec des hormones. Et cette méthode a marché. Voilà, faut pas avoir peur d'un déclenchement. Moi, ça s'est très bien passé. Et surtout que toi, tu as pu accoucher par voie basse. Exactement. Et donc, j'ai pu accoucher par voie basse. En fait, on dit souvent qu'une femme diabétique, comme elle fait un gros bébé, il y a un terme technique médical que je n'ai pas, mais ça peut faire des bébés avec des épaules assez larges. D'accord. Et du coup, qui auraient du mal à passer. C'est pour ça qu'on évoque souvent la césarienne. Et toi, c'était ta petite fille, c'était un gros... Enfin, elle est née à 3,710 kg, mais 2 semaines et demie avant terme. Ouais. Donc on peut dire que si on avait attendu, sachant qu'à la fin, ils prennent 30 grammes par jour, les bébés, ça aurait fait un gros bébé. Mais peut-être que ça serait allé, on ne sait pas en fait. Ouais. Oui, parce que on entend des témoignages de mamans qui ne sont pas diabétiques, qui font des bébés de 3,9 kg, 4,1 kg, 4,2 kg. Enfin, ça arrive quand même et qui accouchent bien. Ouais. Donc, okay. Mais ils disent qu'il y a plus de risques et pour pas que le bébé soit en souffrance, ils déclenchent. Donc moi, jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la fin que ma fille naisse, on m'a dit c'est possible qu'on parte en césarienne en urgence. Bon, écoutez, si vous le dites, j'étais prête. Et en fait, on lui a mis... Les contractions étaient très rapprochées, étaient très violentes, je crois, pour le bébé. C'est un peu l'inconvénient quand on est déclenché. Voilà. Ça va vite. Ça va vite. Et du coup, ils m'ont dit... Avant de partir en césarienne, on va lui mettre un stent, je crois que ça s'appelle, sur la tête. Et ça a pris une autre variante. Et en fait, cet outil qu'ils lui ont mis sur la tête, c'était pour voir, je crois, le taux d'oxygène qui a été bon jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'on a continué ce process et qu'elle est née par voie basse, sans aucune souffrance. Trop bien. Voilà. Donc j'étais hyper contente forcément que tout le monde se porte bien. L'accouchement était très rapide. Mais voilà, moi j'ai eu une péridurale parce que avec un déclenchement, le travail se fait très rapidement et du coup... Et les contractions sont beaucoup plus... En fait, ton corps, il n'a pas le temps d'assimiler. Du coup, au niveau des sécrétions hormonales, il n'a pas le temps, en gros, de sécréter les hormones naturelles qui font la péridurale naturelle. Oui. En fait, avec l'ocytocine, tu n'as pas le temps. Donc, c'est très fort d'un coup. C'est très difficile de faire sans péridurale quand tu es déclenché. Voilà. On m'avait aussi souvent dit ça. Et moi, j'avais dit OK pour la péridurale. Et voilà. Aujourd'hui, donc, ma fille est née en avril 2021. Elle va bien. Est-ce que tu avais allaité?
Oui, j'ai allaité. Est-ce que ça a été compliqué, l'allaitement et le diabète? Alors, il y a quelque chose que je veux dire aux femmes diabétiques qui peuvent nous écouter, c'est que, et que je n'avais pas su au préalable, c'est que déjà, donc oui, je voulais allaiter, mais je m'étais dit, je ne me mets pas de pression, tu as quand même le diabète qui est une grosse charge mentale, tu verras bien si tu y arrives. Du coup, j'ai dit au corps médical que je voulais allaiter. La montée de lait a été a mis quelques jours. Et il faut savoir, c'est une sage-femme de l'hôpital qui m'avait dit ça, que pour une personne diabétique, la montée de lait met plus de temps qu'une personne non diabétique. Ok. Et donc, c'est vrai que moi, c'est peut-être 24 heures de plus, mais c'est quand même beaucoup. Et du coup, voilà, moi, je n'avais pas eu ce paramètre et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle. Je trouve que c'est intéressant de le savoir. Et surtout, si c'est votre projet d'allaiter, de ne pas abandonner et se dire, ça va arriver. Voilà. Mais et toi, comment tu avais vécu ça alors? J'ai un peu mal vécu. Alors, je suis d'hormones et compagnie. Je me suis mise à pleurer parce que mon bébé pleurait beaucoup et que moi, j'arrivais pas à lui donner à manger. Je me suis dit, il faut qu'elle mange. Et puis, on a persévéré. Ils m'ont dit d'attendre encore à l'hôpital. Et puis ça s'est fait peut-être avec quelques heures, un jour de plus que tu dirais que la montée de lait en moyenne, elle se fait le 3e jour. Tu dirais que toi, tu étais plutôt sur le 4e. Voilà, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est une sage-femme qui me l'a dit pendant mon séjour à l'hôpital en me disant, mais avec le diabète, ça met un peu plus de temps à monter. Voilà, donc moi, j'ai allaité 6 mois. Alors, j'ai fait de l'allaitement mixte parce que j'avais un bébé qui pleurait beaucoup et peut-être par manque de confiance, je me suis dit que j'avais pas assez à lui donner, mais je sais pas. Mais en tout cas, quand on est diabétique, on peut allaiter. Je dirais même au contraire, c'est bien d'allaiter pour protéger le bébé. Voilà, ça c'était mon avis. Mais il faut savoir que l'allaitement en général, ça donne faim dans le sens où il faut apporter, la maman doit apporter à son corps plus de calories. Ouais, bien sûr. Et on m'avait aussi prévenu, ça je le savais par contre, j'avais lu aussi des livres dessus, que l'allaitement peut provoquer des hypoglycémies chez la femme diabétique. Alors, ça va un peu avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on donne du lait au bébé, il faut qu'on absorbe du sucre pour pouvoir fabriquer ce lait. Donc effectivement, ça peut nous faire des hypoglycémies. Mais moi, j'ai pas trouvé ça très difficile à combler. Voilà, je trouve. Autant le début de grossesse, on fait des grosses hypoglycémies, autant l'allaitement, j'ai fait autant d'hypo que d'hyper. Voilà. Okay. Je peux pas dire que j'ai vu un gros changement. Mais pareil, c'est une généralité, on dit qu'on fait plus d'hypo en général. Est-ce que tu as des livres à conseiller que tu as lus toi sur le diabétique et l'allaitement et la grossesse? Est-ce qu'il existe des références? En référence, donc il y a un site qui m'avait aidé aussi, c'est l'association des femmes diabétiques. Donc c'est que vous trouvez sur internet. Il existe un forum où vous pouvez avoir plein d'informations sur la grossesse, sur l'allaitement, donc ça m'a pas mal aidé. Alors avant j'habitais Lyon et j'avais rencontré des femmes diabétiques, donc malheureusement j'avais pas le projet encore de grossesse, donc j'avais pas parlé vraiment de ça à ce moment-là. Mais par contre, ça peut être intéressant de partager avec des femmes diabétiques qui ont déjà eu des grossesses. Voilà. Ouais, parce qu'il n'y a pas de livre en particulier. Non, alors j'en ai lu, mais je pourrais pas. Je me souviens plus des auteurs. Et c'était spécifique sur le diabète? Oui, diabète et grossesse. Ah, intéressant. J'ai un livre à la maison qui s'appelle Diabète et grossesse. Ok, super. Est-ce qu'il y a des choses que tu as particulièrement adaptées durant ta grossesse, dans ton hygiène de vie, oui, donc
Alors, beaucoup me disaient, tu dois faire hyper attention parce que tu es diabétique. Alors, quand on est diabétique type 1 par rapport à un diabète gestationnel, on connaît déjà mieux le diabète. Surtout que, voilà. Tu maîtrises déjà. Je maîtrise. Moi, ça fait 23 ans que je suis diabétique, donc je maîtrisais déjà le diabète. Pas la grossesse, mais le diabète. Et du coup, pour combler ces hypoglycémies et ces hyperglycémies, je joue beaucoup avec mon insuline. Du coup, je fais pas un régime particulier. Après, j'essaye de manger comme une femme enceinte doit manger, avec des bonnes graisses, avec des légumes, des fruits, mais j'ai envie de dire c'est l'alimentation que tout le monde devrait avoir. J'ai rien changé de particulier. Après, tu avais déjà, en fait, comme tu le dis, tu t'étais déjà vachement renseignée, tu avais déjà fait, c'est même vu en naturo, tu étais déjà dans plein de choses. Oui. Dans l'équilibre alimentaire, donc il n'y avait pas de choses. Voilà, c'est une continuité. Après, comme toute femme enceinte, diabétique ou pas, des fois on a des fringales, des envies particulières, donc il faut faire au mieux. En fait, c'est comme toute future maman, faites au mieux. Ou toute maman, faites au mieux. Faites de votre mieux, et le mieux, c'est pas faux, c'est loin de la perfection. Voilà. Faites au mieux avec votre énergie du moment. Quoi. C'est ça. Il faut faire comme on peut et voilà, on a des coups de mou, c'est normal, mais après on fait ce qu'on peut. Donc voilà. Et je voulais juste continuer. Donc moi, avant d'être enceinte, j'avais bien sûr des petites interrogations, des petites craintes et même des peurs, à savoir est-ce que mon enfant peut être diabétique. Alors moi c'est un diabète pas du tout héréditaire, il y a 0 diabète dans ma famille, il est venu suite à un choc émotionnel, comme beaucoup de diabétiques type 1 que j'ai évoqué en introduction. Il faut savoir qu'il y a seulement 2 à 3% que notre enfant soit diabétique quand on est déjà diabétique. Donc la probabilité que quand on est diabétique, que son enfant soit diabétique lui aussi, ça représente 2 à 3% des enfants. Oui, d'accord. Exactement. Donc faut pas vivre avec cette peur. Alors bien évidemment, ma fille, dès qu'elle est... Je connais les symptômes que peut avoir un diabétique, quelqu'un qui va devenir diabétique, donc je vais toujours avoir un petit peu peur, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession. C'est quoi les symptômes, par exemple, qui, toi, vont te mettre un peu une petite tension, là, une petite alerte? C'est qu'on boit beaucoup. Ah oui, ça c'est important que tu dises. On boit beaucoup, du coup on urine beaucoup. Ça a été mes symptômes quand on a découvert mon diabète quand j'avais 14 ans. Et on maigrit. Voilà, j'avais dû perdre 10 kilos en quelques mois, en 3 mois, je crois. Voilà, c'est les symptômes. Et donc, voilà, si on voit un enfant qui a ces symptômes, voilà, il peut devenir diabétique. Voilà. Ça peut être intéressant de prendre rendez-vous pour un suivi avec le médecin. Quoi. Oui. Tout à fait. En tant que parent, ça peut être des choses qu'on observe. Pour toi, boire beaucoup, c'est quoi? Boire beaucoup, par exemple, aujourd'hui, quand je suis en hyperglycémie, je continue à avoir ces symptômes. D'accord. C'est-à-dire, moi, je buvais 1,5 litre en une demi-heure avant. Ah ouais. C'est la soif, t'as très très soif? Très soif. Ok. C'est la soif, le corps demande, il faut boire, et du coup, forcément, on urine que de l'eau, que ce qu'on a bu, mais voilà, c'est les symptômes. Mais j'essaye de ne pas vivre dans cette angoisse parce qu'on a tous plein de maladies en nous qu'on peut transmettre à nos enfants sans le savoir. Et du coup, voilà, je me dis... surtout que ta petite fille, elle se porte bien. Voilà, ma petite fille se porte très bien. Alors, il faut savoir que quand l'enfant il naît, pendant 24 heures, on prend sa glycémie pour voir qu'il n'y ait pas de problème. D'accord. Et on m'a toujours dit, à partir de ce moment-là, vous occupez plus de la glycémie, vous prenez jamais la glycémie de votre enfant et vous laissez courir. Et aujourd'hui, ma première fille a 18 mois et effectivement, je ne veux pas prendre sa glycémie. Ouais. Je la prendrai vraiment si j'ai un doute très très fort, mais quand elle est un peu malade, je prends pas sa glycémie, je veux pas l'embêter avec ça, je veux pas que ça lui provoque à elle des angoisses, du coup je le fais pas.
Et comment tu as, toi, abordé ce sujet? Est-ce que c'est un sujet dont tu as déjà parlé à ta fille? Est-ce qu'elle te voit peut-être? Elle observe? Oui, alors oui, je lui en parle. Déjà, mes dispositifs, quand on est en t-shirt, sur les bras, ça se voit. Donc, elle essaye de m'arracher ma pompe insuline. Alors, je lui dis non, ça, c'est maman, elle en a besoin. Du coup, je lui explique à ce moment-là à quoi ça sert. Mais bon, je me dis qu'elle est encore un peu petite. Et bien sûr. De toute façon, elle va me connaître que diabétique. Donc, elle se fera la chose. Et donc, je voulais aussi continuer, peut-être finir, je sais pas, pour expliquer. Donc là, je suis enceinte je suis dans mon 6e mois. C'est une grossesse qui, par le 2e miracle de la vie, est arrivée sans traitement, est arrivée naturellement. Donc voilà, allons comprendre. La médecine nous avait dit, vu vos problèmes médicaux des deux côtés, de mon côté puis celle de mon conjoint, ça n'arrivera pas naturellement. Mais au final, voilà, je suis enceinte et très heureuse d'accueillir un petit garçon pour mi-février. C'est chouette. Donc mi-février, c'est la date officielle, mais ça sera sûrement avant avec un déclenchement. Ok, et là, dans le fait que ce soit une 2e grossesse, est-ce que ça a une incidence particulière? Non, la 2e grossesse, alors je pense comme toute 2e grossesse de n'importe quelle femme, elle est plus fatigante, surtout quand on a un bébé. C'est qu'on ne peut pas aller faire la sieste comme on a envie, c'est ça la différence. Ah non, il faut faire à manger et jouer. Jouer. Ah oui. Non, mais moi j'ai envie d'aller m'allonger là, mais non, ça ne marche pas. Exactement. Donc le diabète n'a pas de conséquences, d'influence là-dessus, mais voilà. Il faut encore une fois que je sois bien vigilante. Et puis tout à l'heure on parlait de l'alimentation, mais aussi j'essaye d'aller marcher. Ah oui. Alors 1 heure tous les jours, je le fais pas, mais dès que je peux. En fait, il faut savoir que le sport en général, avant mes grossesses, je faisais pas mal de courses à pied. En fait, le sport fait baisser la glycémie. Donc, si ça fait baisser la glycémie, on a peut-être moins besoin de s'injecter d'insuline. Je sais pas si tout le monde comprend, mais voilà. Et du coup, le sport est bénéfique pour cette fameuse glycémie et bien sûr pour la tête, pour le corps de la maman et du coup celle du bébé. Donc toi tu fais de la marche. Du coup là je fais pas de course à pied mais j'essaye de marcher et puis voilà, ça me fait du bien et voilà. Merci Chloé pour ton partage et pour toutes ces précieuses informations. Tu nous as appris beaucoup de choses. Même moi, j'ai appris plein de choses. Je te remercie. Je l'espère. Et je te souhaite une bonne continuation dans cette grossesse pour ce petit bébé de février. Merci. Et puis je te dis à très bientôt sur Mama Libré. Merci Anaïs. À bientôt.